Elle pensait qu'il n'était qu'un autre voyou en sweat à capuche qui s'était faufilé en première classe. Elle pensait pouvoir le malmener, l'humilier et même poser les mains sur lui sans conséquence. L'hôtesse de l'air Valérie Vasseur régnait sur le ciel depuis 20 ans. Et elle savait exactement comment briser le moral d'un passager. Mais elle a commis une erreur fatale. L'homme assis au siège 1A n'était pas un voyou. Il n'était pas juste un passager. C'était le haut magistrat Jean-Pierre Tarrot, un homme ayant le pouvoir de clouer au sol toute une flotte aérienne d'un simple murmure. Et lorsqu'elle l'a bousculé, elle n'a pas seulement retardé un vol, elle a déclenché une enquête judiciaire qui allait ruiner sa vie en exactement 45 minutes. Ceci est l'histoire d'un retour de karma instantané, d'un pouvoir absolu et du moment où une brute a réalisé qu'elle était la plus petite personne dans la pièce. Le tarmac de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle était une nappe de verglas gris fouettée par un vent qui faisait trembler les vitres du terminal. À l'intérieur de la cabine du vol 909 d'Air Royal France à destination de Zurich, l'atmosphère était censée être celle d'un luxe exclusif. La cabine de première classe, avec ses sièges en cuir souple s'allongeant à plat et son éclairage d'ambiance, était un sanctuaire. Ou du moins, c'était ce qu'elle était censée être. Valérie Vasseur, la chef de cabine du vol, ajusta son foulard et vérifia son reflet dans le miroir de l'office. Elle avait 45 ans, les traits tirés et portait son uniforme comme une armure. Elle s'enorgueillissait de garder sa cabine immaculée. Elle avait un sixième sens pour les ennuis, ou du moins c'est ce qu'elle se disait. En réalité, Valérie avait un sixième sens pour les préjugés. Elle catégorisait les gens dès l'instant où ils franchissaient la porte d'embarquement. Grande valeur, faible valeur, et n'a rien à faire ici. À 16h15, le dernier passager de la première classe embarqua. Les yeux de Valérie se plissèrent instantanément. L'homme était grand, large d'épaules et noir. Il portait un sweat à capuche gris foncé trop grand, un pantalon de jogging ample et des bottes Timberland usées. Il portait un sac de voyage en cuir élimé qui semblait avoir survécu à une zone de guerre. Il ne ressemblait pas au PDG ou au diplomate qui occupait habituellement les loges à l'avant. Il ressemblait, selon l'estimation de Valérie, à un problème. Elle s'avança dans l'allée, lui bloquant le passage avant qu'il ne puisse atteindre le siège 1A. « Excusez-moi, monsieur, » dit Valérie, sa voix dégoulinant de cette douceur mielleuse qui masquait à peine l'hostilité. « Les cartes d'embarquement sont vérifiées à la porte. La classe économique est à votre droite en traversant l'office. » L'homme s'arrêta. Il avait l'air fatigué. De profondes poches pendaient sous ses yeux, et il ne s'était pas rasé depuis quelques jours. Il regarda Valérie, son expression indéchiffrable. « Je sais où est la classe éco, » dit-il, sa voix étant un grondement bas et grave. « Je suis en 1A. » Valérie laissa échapper un petit souffle incrédule. Elle ne bougea pas. « Monsieur, le 1A est un siège réservé global premier. Il coûte 12 000 €. Maintenant, si vous cherchez la rangée 41, je peux vous diriger, mais vous bloquez le flux de circulation. » Derrière l'homme, un homme d'affaires bien habillé en costume tapotait sa montre avec impatience. L'homme au sweat à capuche n'éleva pas la voix. Il ne discuta pas. Il mit simplement la main dans sa poche. Valérie tressaillit, reculant instinctivement comme s'il cherchait une arme, et il sortit une carte d'embarquement froissée. Il la tint en l'air. Jean-Pierre Tarrot, siège 1A. Valérie arracha le papier de sa main. Elle le scanna, ses yeux faisant des allers-retours, cherchant l'erreur, cherchant le mot au stand-by ou voyage personnel. Ce n'était pas là. C'était un billet de première classe payé plein tarif. La machine a du bugger, marmonna-t-elle assez fort pour qu'il l'entende. Elle lui rendit le billet brusquement. « Bien, prenez votre siège. » Mais ce sac, elle pointa son sac de voyage, est trop gros pour le compartiment supérieur de cette cabine. Vous devrez l'enregistrer en porte. Il rentre, dit Jean-Pierre calmement. J'ai déjà pris cet avion. Il rentre dans le coffre. Je suis la chef de cabine principale et je vous dis qu'il ne rentre pas. Valérie claqua, sa voix montant. Ne discutez pas avec les membres de l'équipage, monsieur. C'est une infraction grave. Jean-Pierre la regarda. Pendant une seconde, un éclair d'acier apparut dans ses yeux sombres. Il prit une lente inspiration. S'il ne rentre pas, je l'enregistrerai. Laissez-moi essayer. Il la contourna, son épaule frôlant le mur pour éviter de la toucher.
Il souleva le sac et le glissa sans effort dans le compartiment supérieur. Il rentrait avec de la place en rab. Il ferma le coffre avec un clic doux et s'assit en un à sans un autre mot. Valérie resta là, son visage devenant rouge cramoisi. Elle sentait les yeux de l'homme d'affaires derrière elle. Elle se sentait stupide et elle le détestait pour ça. Il se croit spécial, pensa-t-elle en retournant furieusement à l'office. L'argent de la drogue, ça doit être ça, ou un rappeur. Eh bien, il va apprendre que dans mon avion, l'argent n'achète pas le respect. Elle saisit la tablette du manifeste des passagers et fit défiler jusqu'au 1A. Aucun statut de grand voyageur listé. Aucun employeur listé. Juste le nom Tarot JP. Personne, chuchota-t-elle à sa jeune hôtesse de l'air, Manon Meunier. C'est un moins que rien qui a eu de la chance avec un ticket de loterie. Surveille-le. Je ne veux pas qu'il dérange les autres invités. Manon, une fille plus jeune et nerveuse, regarda Jean-Pierre. Il avait mis un casque à réduction de bruit et fermait les yeux. Il a l'air calme, Valérie. Peut-être devrions-nous juste le servir. Je décide qui est servi et quand, siffla Valérie. Il peut attendre. L'avion recula de la porte, les moteurs gémissant pour s'éveiller. Le commandant de bord, un vétéran nommé Stéphane Meunier, prit la parole via le système de sonorisation. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement 4e dans la file pour le dégivrage. Il va y avoir un peu d'attente sur le tarmac, probablement environ 45 minutes avant le décollage. Veuillez vous asseoir, vous détendre, et notre équipe de première classe passera bientôt avec des boissons de pré-départ. Jean-Pierre Tarot bougea sur son siège. Il était épuisé. Il venait de terminer un procès exténuant de 6 semaines à Paris impliquant des poursuites contre le clan Venturi, l'une des organisations criminelles les plus dangereuses d'Europe. Il vivait dans un gîte isolé dans le Morvan depuis un mois. Il n'avait pas vu sa femme place Vendôme depuis des semaines. Il s'envolait pour Zurich pour un sommet judiciaire strictement confidentiel, une couverture pour un débriefing avec Interpol. Il voulait juste dormir, mais sa gorge était desséchée. Il regarda Valérie descendre l'allée avec un plateau de flûte en cristal rempli de champagne et d'eau pétillante. Elle s'arrêta au siège 1B, l'homme d'affaires. Champagne, M. Henriot, roucoula-t-elle, affichant un sourire professionnel éclatant. Charmant. Merci, Valérie, répondit Henriot. Elle passa au 2A, puis au 2B. Elle servit méticuleusement chaque personne de la cabine première classe, sauf le siège 1A. Elle passa juste devant Jean-Pierre, regardant droit devant elle, le plateau en équilibre sur sa main. Jean-Pierre attendit. Il pensait qu'elle reviendrait peut-être. 5 minutes passèrent. 10 minutes. La cabine devenait chaude alors que l'avion attendait sur le tarmac les camions de dégivrage. Jean-Pierre appuya sur le bouton d'appel. Un ding doux résonna dans la cabine. Dans l'office, Valérie l'entendit. Elle leva les yeux au ciel. Elle discutait avec le pilote d'un équipage en déplacement qui voyageait sur le strapontin. Il sonne, railla-t-elle. Il veut probablement un ravitaillement pour une boisson qu'il n'a jamais eue. Tu ne l'as pas servi, demanda le pilote en déplacement, levant un sourcil. Il dormait, mentit-elle avec aisance. Je ne voulais pas le déranger. La cloche sonna à nouveau. Digne. Ignore-le, dit Valérie. Je fais la vérification du manifeste. Digne. Digne. Jean-Pierre n'essayait pas d'être agaçant, mais il était déshydraté et la chaleur dans la cabine était étouffante. Il enleva son casque et se tourna sur son siège. Il pouvait voir Valérie dans l'office, riant avec l'autre pilote. Il détacha sa ceinture et se leva. Strictement parlant, le signal d'attacher vos ceintures était allumé, mais l'avion était immobile, les freins étaient serrés et il n'avait pas bougé depuis 20 minutes. Il était courant que les passagers s'étirent ou utilisent les toilettes pendant les longs retards sur le tarmac. Jean-Pierre marcha vers l'office. C'était un homme imposant, mesurant 1m93. Lorsqu'il se dressa dans l'encadrement de l'office, les rires cessèrent. « Excusez-moi, dit Jean-Pierre, sa voix profonde et polie. J'ai sonné 3 fois. Je n'ai reçu aucune eau, et il fait très chaud dans la cabine. Pourrais-je s'il vous plaît avoir une bouteille ?» Valérie se retourna, son visage tordu en un masque d'outrage. « Monsieur, la consigne lumineuse est allumée. Vous êtes tenu de rester à votre siège.
Nous ne bougeons pas, dit Jean-Pierre. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Vous créez un risque pour la sécurité. Valérie s'avança, entrant dans son espace personnel. Elle fonctionnait à l'adrénaline et aux préjugés. Elle voyait un grand homme noir se tenir au-dessus d'elle, et elle décida de jouer la victime. Vous êtes agressif. J'ai besoin que vous vous asseyiez tout de suite. Je ne suis pas agressif, dit Jean-Pierre, les sourcils froncés. Je demande de l'eau. Vous avez servi tout le monde. Je ne l'ai pas fait. Vous dormiez. Elle mentit, sa voix montant vers un ton aigu pour attirer l'attention. Maintenant reculez. Madame, j'ai juste besoin d'une eau. Jean-Pierre tendit la main vers le comptoir où se trouvait une bouteille. C'est alors que c'est arrivé. Valérie Vasseur, alimentée par 20 ans d'autorité incontrôlée et un préjugé profondément ancré qu'elle refusait de reconnaître, passa à l'acte. Elle ne l'a pas juste bloqué. Elle s'est jetée en avant et a placé ses deux mains sur la poitrine de Jean-Pierre. Avec une force surprenante, elle l'a poussé en arrière. J'ai dit, reculez, hurla-t-elle. Jean-Pierre, pris au dépourvu et portant des bottes lisses sur le sol de l'office, trébucha en arrière. Il se rattrapa sur la paroi des toilettes, son épaule heurtant le plastique avec un bruit sourd. La cabine première classe devint mortellement silencieuse. M. Henriot, en imbé, laissa tomber son magazine. Manon, la jeune hôtesse, halta, ses mains volant à sa bouche. Jean-Pierre se redressa. Il épousseta le devant de son sweat à capuche là où elle l'avait touché. Son visage ne montrait pas de colère. Il montrait quelque chose de bien pire. Il montrait un calcul glacial absolu. Il regarda Valérie. Elle haletait, réalisant qu'elle était peut-être allée trop loin, mais elle s'entêta. Vous m'avez chargé, cria-t-elle, jouant pour le public. Je me défendais. Asseyez-vous ou je vous fais débarquer. Jean-Pierre parla très doucement. Vous avez posé vos mains sur moi. J'ai sécurisé la cabine, cria Valérie. Vous avez agressé un passager, corrigea Jean-Pierre. Il ne s'assit pas. Il mit la main dans la poche de son jogging. Qu'est-ce que vous croyez faire, demanda Valérie, la panique s'insinuant dans ses yeux. Rangez ce téléphone. Vous ne pouvez pas m'enregistrer. C'est une violation de la politique de la compagnie aérienne. Jean-Pierre n'ouvrit pas l'application caméra. Il n'ouvrit pas Instagram. Il déverrouilla son téléphone et ouvrit une application de numérotation sécurisée qui ne ressemblait pas à une interface téléphonique normale. Elle nécessitait une empreinte digitale et un code à 6 chiffres. Je ne vous enregistre pas, madame. Vasseur, dit Jean-Pierre en regardant son badge. Je passe un appel. Qui appelez-vous? Votre avocat? Vos petits copains. Elle railla, essayant de reprendre le contrôle. Nous décollons dans 10 minutes. Pas de signal. Jean-Pierre porta le téléphone à son oreille. Il regarda Valérie droit dans les yeux. J'appelle le directeur de la DGAC et ensuite j'appelle le service de la protection. Valérie rit. C'était un son nerveux et saccadé. Bien sûr. C'est ça. Asseyez-vous. Jean-Pierre l'ignora. La ligne se connecta. Directeur Harley. Ici le magistrat Tarot. Code d'autorisation Delta 9 X-Ray. Oui. J'ai une situation sur le vol Air Royal 909. J'ai été physiquement agressé par l'équipage. Je déclare ceci comme un risque de sécurité code rouge impliquant un haut magistrat. Clouez l'avion au sol immédiatement. Il raccrocha. Valérie le fixa. Magistrat, chuchota-t-elle, la couleur quittant son visage. L'avion fit une secousse. Les moteurs, qui avaient gémi en préparation pour le roulage, s'éteignirent soudainement. Le bourdonnement de la climatisation se coupa, remplacé par un silence lourd et suffocant. L'avion ne bougeait plus. Et dans le cockpit, la radio du commandant Meunier venait d'exploser de conversation. 2 minutes plus tôt, à l'intérieur du cockpit du vol 909, le commandant Stéphane Meunier et la copilote Chloé Jousset parcouraient la liste de contrôle final avant roulage. Ils étaient agacés par le retard du dégivrage, mais prêts à partir. Tour, Air Royal 909, demande autorisation de roulage vers piste 28R, dit Meunier dans son casque. Habituellement,
la réponse du contrôle au sol de Roissy était immédiate et rythmique. Air Royal 909, roulez via Alpha, maintenez avant-piste. Au lieu de cela, il y eut une pause de 3 secondes, un craquement statique, puis une voix qui ne ressemblait en rien au contrôleur aérien habituel. C'était la voix dure comme l'acier du superviseur de la tour. Air Royal 909, ici le superviseur de la tour Roissy. Annulez autorisation de roulage. Maintenez votre position immédiatement. Ne bougez pas. Je répète, ne bougez pas. Serrez les freins de parc. Le commandant Meunier échangea un regard confus avec Jousset. Tour, ici 909, les freins sont serrés. Quel est le problème? Nous sommes dégagés de la rampe. 909, nous avons reçu un ordre d'arrêt au sol fédéral de niveau 1 spécifiquement pour votre appareil. Vous avez l'ordre de couper les moteurs immédiatement. Un remorqueur est dépêché pour vous ramener à la porte K12. N'ouvrez pas la porte du cockpit avant instruction des autorités. Meunier sentit un frisson lui parcourir l'échine. En 30 ans de vol, il n'avait jamais entendu un ordre d'arrêt au sol de niveau 1. Ce n'était pas pour la météo. Ce n'était pas pour une panne mécanique. C'était pour le terrorisme ou une menace à la sécurité nationale. Jousset, chuchota Meunier, passe-moi la chef de cabine sur l'interphone. Découvre ce qui se passe bon sang là-bas derrière. Dans la cabine, le silence était assourdissant. Les moteurs s'étaient éteints dans un gémissement bas et lugubre. Le groupe auxiliaire de puissance, l'APU, s'enclencha avec un bourdonnement lointain, gardant les lumières allumées, mais l'air semblait lourd. Valérie Vasseur se tenait dans l'office, la poitrine haletante. Elle fixait Jean-Pierre Tarrot, qui s'était simplement rassis au siège 1A, avait bouclé sa ceinture et fermé les yeux. Il bluffe, se dit-elle. Il le faut. Qui passe un coup de fil et arrête un avion? Personne. Mais ses mains tremblaient. Elle saisit l'interphone alors qu'il bourdonnait. Cockpit, répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. Valérie. La voix du commandant Meunier était tendue. Nous avons reçu l'ordre de retourner à la porte. Mandat officiel. La tour dit que nous avons une situation de sécurité. Est-ce que tout est sécurisé à l'arrière? Avons-nous un pirate de l'air? Les yeux de Valérie se posèrent sur Jean-Pierre. Une idée tordue se forma dans son esprit. C'était sa porte de sortie. Si la police arrivait, elle devait contrôler le récit maintenant. Oui, commandant, chuchota TL bruyamment, s'assurant que la première rangée pouvait l'entendre. Nous avons un passager indiscipliné en 1A. Il est devenu violent. Il m'a poussé. Il a proféré des menaces impliquant le gouvernement. Je crois qu'il pourrait être mentalement instable. Bien reçu, dit Meunier. La police aux frontières et la sécurité aéroportuaire attendent l'appareil. Gardez le contenu. N'engagez pas le conflit. Valérie raccrocha. Elle sentit une vague de triomphe. Elle avait le commandant de son côté. Maintenant, elle avait besoin des passagers. Elle marcha dans l'allée, lissant sa jupe. Elle regarda M. Henriot en 1B et le couple âgé en 2A et 2B. Elle afficha son meilleur visage de victime courageuse. Mesdames et messieurs, dit-elle, sa voix tremblant théâtralement. Je m'excuse pour l'interruption. Comme vous l'avez vu, le passager en 1A est devenu physique avec moi. Pour votre sécurité, le commandant a décidé de retourner à la porte pour le faire débarquer. Je suis tellement désolé que vous ayez à être témoin de cela. Elle regarda Jean-Pierre, s'attendant à ce qu'il crie, qu'il discute, qu'il lui donne plus de munitions. Jean-Pierre ne bougea pas. Il n'ouvrit pas les yeux. Il était assis avec l'immobilité d'une statue. C'était troublant. Valérie se pencha vers Manon, la jeune hôtesse, qui se recroquevillait près du placard. Écoute-moi bien, siffla Valérie, serrant fort le bras de la fille. Quand la police montera, tu l'as vu se jeter sur moi. Tu m'as vu le repousser en légitime défense. Si tu ne me soutiens pas, je te ferai un rapport pour incompétence et je m'assurerai que tu ne voles plus jamais à l'international. Tu as compris? Manon regarda Jean-Pierre, puis les yeux maniaques de Valérie. Tu as compris? Valérie enfonça ses ongles. Oui, chuchota Manon, terrifiée.
L'avion frémit alors qu'un remorqueur se connectait au train d'atterrissage avant. Lentement, ignominieusement, le massif Boeing 777 fut remorqué en marche arrière loin de la piste, battant en retraite vers le terminal. Jean-Pierre Tharot ouvrit les yeux. Il regarda par le hublot. À travers le brouillard et le grésil, il pouvait voir le tarmac près de la porte K12. Il était illuminé comme un sapin de Noël, mais pas avec des lumières festives. Il y avait 6 voitures de police, 2 SUV noirs aux vitres teintées et un véhicule blindé spécialisé avec l'insigne du GIGN. Des gyrophares bleus rebondissaient sur le bitume mouillé, peignant le fuselage de l'avion en éclats de couleurs chaotiques. Valérie regarda par le hublot et sourit. Bien, pensa-t-elle. Ils sont là pour sortir les poubelles. L'appareil s'immobilisa. Le signal « Attachez vos ceintures » s'éteignit, mais personne ne bougea. L'atmosphère en première classe était épaisse de tension. Habituellement, la passerelle bouge lentement. Cette fois, elle claqua contre la porte de l'avion avec urgence. Un bruit sourd résonna à travers la coque. « Restez à vos sièges », commanda Valérie à la cabine, prenant les choses en main. « Je vais gérer les autorités. » Elle marcha vers la porte d'embarquement L1. Elle vérifia l'œilleton. Elle vit des uniformes. Elle prit une profonde inspiration, ébouriffa légèrement ses cheveux pour avoir l'air plus bouleversé, et désarma la porte. Elle tira le levier et ouvrit la lourde porte. Elle était prête à voir la police de l'air, peut-être un superviseur de la sécurité. Elle n'était pas préparée au canon d'un fusil d'assaut. Une équipe tactique du GIGN inonda le vestibule. Ils portaient des gilets pare-balles lourds, des casques et des cagoules. Derrière eux se tenaient 2 hommes en costumes impeccables et longs manteaux de laine. L'un était un haut gradé de la police nationale. L'autre était le commissaire Lucas Fortier du SDLP, un homme avec une mâchoire de granit et des yeux à qui rien n'échappait. Valérie haleta et recula, ses mains volant à sa poitrine. « Oh, Dieu merci, vous êtes là. » C'était terrifiant. « Il est juste là. Siège 1A. Il m'a agressé. » Et le commissaire Fortier ne la regarda même pas. Il ne cligna pas des yeux. Il tendit simplement une main gantée et la déplaça physiquement sur le côté, la balayant contre les casiers de l'office avec une force ferme et dédaigneuse. « Sécurisez la cabine », aboya Fortier. 2 officiers tactiques passèrent devant Valérie comme si elle était un meuble. Ils prirent position à l'avant de l'allée, armes en position basse, scannant la cabine. « Dégagez », cria l'officier de tête. Valérie était stupéfaite. « Excusez-moi, je suis la chef de cabine. Je suis la victime ici. Vous devez m'écouter. Cet homme est dangereux. » Le commissaire Fortier tourna enfin la tête. Il regarda Valérie avec une expression de froideur absolue. « Madame, vous entravez actuellement une opération officielle. Si vous dites un mot de plus, vous serez menotté. Reculez. » La bouche de Valérie se ferma d'un coup sec, son monde bascula sur son axe. Pourquoi ne l'arrêtait-il pas? Fortier entra dans la cabine première classe. Les autres passagers regardaient avec admiration. Fortier s'arrêta au siège 1A. Jean-Pierre Tharot détacha sa ceinture et se leva. Il dominait le commissaire, mais la dynamique était celle d'un respect mutuel, pas d'un conflit. Fortier se mit au garde-à-vous. Au milieu de l'allée de l'avion, le commissaire du SDLP salua. « Monsieur le juge Tharot », dit Fortier, sa voix résonnant clairement dans la cabine silencieuse. « Nous avons reçu votre signal de détresse. Êtes-vous blessé, monsieur ?» La cabine entière haleta. « Juge ?» Valérie se figea. Le sang quitta son visage si vite qu'elle se sentit étourdie. Juge comme dans magistrat. Jean-Pierre regarda Fortier. « Je vais bien, Lucas. Désolé de te faire sortir un vendredi soir. Pour vous, monsieur ? N'importe quand, dit Fortier en baissant la main. Nous avons sécurisé le tarmac. Nous avons un convoi sécurisé prêt à vous transporter. Mais d'abord, nous devons traiter la menace que vous avez signalée. Jean-Pierre se tourna lentement, ses yeux verrouillés sur Valérie. Elle était pressée contre le mur de l'office, tremblante. L'arrogance avait disparu, remplacée par une peur primale. La menace, dit Jean-Pierre calmement, pointant un doigt vers Valérie, est juste là. Cette hôtesse de l'air a agressé un haut magistrat dans l'exercice de ses fonctions.
Elle m'a refusé les nécessités de base, m'a ciblé en raison de mon apparence, et quand j'ai tenté de demander de l'eau, elle m'a physiquement poussé contre le mur des toilettes. C'est un mensonge, hurla Valérie, son instinct de survie l'emportant sur son bon sens. Il ment. C'est juste un passager. Je ne savais pas qui il était. Il s'est jeté sur moi. Elle regarda désespérément les autres passagers. M. Henriot, vous l'avez vu. Dites-leur. Dites-leur qu'il m'a chargé. M. Henriot, l'homme d'affaires en imbé, détacha lentement sa ceinture. C'était un homme dans la soixantaine, portant un costume italien sur mesure. Il regarda Valérie, puis les officiers. En fait, dit Henriot, sa voix nette et autoritaire. Je voudrais faire une déclaration. Valérie hocha la tête frénétiquement. Oui, dites-leur. Henriot mit la main dans sa poche et sortit son iPhone. J'enregistrais, dit-il simplement. Valérie cessa de respirer. J'ai commencé à enregistrer quand j'ai vu comment elle le traitait pendant l'embarquement, dit Henriot en s'adressant au commissaire. J'ai trouvé son comportement épouvantable, et j'ai une vidéo claire de l'incident dans l'office. M. Tarot a demandé de l'eau. Elle lui a crié dessus, est entrée dans son espace et l'a poussé des 2 mains. C'était entièrement non provoqué. Henriot tapota son écran et retourna le téléphone. Le commissaire, Jean-Pierre et Valérie regardèrent tous l'écran. La vidéo était en haute définition. Elle montrait Jean-Pierre se tenant calmement. Elle montrait le visage de Valérie tordu par la rage. Elle montrait la poussée. Le bruit de Jean-Pierre heurtant le mur était audible. Eh bien, dit le commissaire Fortier en se retournant vers Valérie. Cela semble définitif. Je bégaya Valérie. J'étais sous stress, je pensais. Valérie Vasseur, annonça Fortier en tirant une paire de menottes en métal de sa ceinture. Vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un haut magistrat, atteinte aux droits civiques par personne dépositaire de l'autorité et fausse déclaration à l'aviation civile. Non, gémit-elle alors que l'officier tactique lui saisissait les bras. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis dans cette compagnie depuis 20 ans. Je connais le directeur des opérations. Vous pourrez l'appeler, dit Jean-Pierre, parlant pour la dernière fois. Depuis la cellule de garde à vue du dépôt du palais de justice, j'entends dire que la réception est terrible. Les officiers tactiques firent pivoter Valérie. Le clic des menottes résonna dans la cabine. C'était le son le plus fort du monde. Sortez-la de mon avion, dit doucement Jean-Pierre. Alors qu'il traînait une Valérie sanglotante et se débattant le long de la passerelle, Jean-Pierre se tourna vers la jeune hôtesse, Manon. Elle tremblait comme une feuille, des larmes coulant sur son visage. Jean-Pierre adoucit son expression. Toi, dit-il doucement. Je suis désolé, pleura Manon. Elle m'a dit qu'elle me ferait virer. Je suis tellement désolé. Je sais, dit Jean-Pierre. Je l'ai vu te saisir le bras. Tu n'as pas d'ennui, enfant. Mais tu vas être le témoin qui la fera condamner. Dis la vérité. C'est tout ce qui compte. Je le ferai, sanglota Manon. Je le promets. Le commissaire Fortier se tourna vers Jean-Pierre. Monsieur, nous devons faire un débriefing. Mais il y a un autre problème. La compagnie aérienne. L'agent de porte vient de me dire que le directeur régional court dans le terminal. Ils sont terrifiés. Ils veulent s'excuser. Jean-Pierre ajusta son sweat à capuche. Qu'ils viennent. Je ne quitte pas cet aéroport avant de m'assurer que cela n'arrivera plus jamais à personne d'autre. Aussi, ajouta Fortier en baissant la voix, les médias sont là. Quelqu'un a diffusé en direct l'arrivée de la police depuis la fenêtre du terminal. Juge noir avion cloué au sol est en tendance numéro 1 sur Twitter en ce moment. BFM TV s'installe dehors, Jean-Pierre. Parfait, transformons cela en leçon. La passerelle de la porte K12 avait été convertie en poste de commandement improvisé. L'air sentait le kérosène, la laine humide et la peur. Richard Sinclair, le vice-président régional des opérations d'Air Royal France, n'était pas un homme habitué à courir. C'était un homme habitué au déjeuner à rallonge et à licencier les gens via Zoom. Mais ce soir, il avait sprinté de la tour administrative au terminal 3 en un temps record, sa cravate en soie battant sur son épaule. Son téléphone explosait depuis 20 minutes.
Le directeur juridique de la compagnie l'avait appelé en hurlant. « Sais-tu qui est dans cet avion, Richard? As-tu une idée? C'est Jean-Pierre Tarrot. Ce n'est pas juste un juge. C'est le gars qui a présidé l'audience antitrust qui a coûté 2 milliards à nos concurrents l'année dernière. Il mange les compagnies aériennes au petit déjeuner. Règle ça maintenant. » Sinclair fit irruption par la porte de la passerelle, à bout de souffle, flanqué de 2 assistants juridiques essoufflés portant des porte-blocs. Il vit la scène et son cœur s'arrêta. La cabine première classe était éclairée par l'éclat dur des gyrophares de police depuis le tarmac en contrebas. Le commissaire Fortier montait la garde à la porte du cockpit. 2 autres officiers interrogeaient l'homme d'affaires, M. Henriot. Et là, au siège 1A, était assis le juge Jean-Pierre Tarrot. Il sirotait une bouteille d'eau. Enfin, celle qu'un membre terrifié de l'équipe au sol lui avait apportée. Il avait l'air calme, d'un calme terrifiant. Sinclair se composa un visage. Il lissa ses cheveux clairsemés et afficha son visage de cadre du service client. Il s'avança, tendant la main. « Monsieur le juge Tarrot, » dit Sinclair, sa voix suintant une contrition répétée. « Je suis Richard Sinclair, VP des opérations. Au nom d'Air Royal, je suis absolument dévasté par ce qui s'est passé. C'est un malentendu aux proportions catastrophiques. » Jean-Pierre regarda la main, puis le visage de Sinclair. Il ne la serra pas. « Un malentendu, M. Sinclair, demanda Jean-Pierre, sa voix basse. C'est comme ça qu'on appelle les coups et blessures? Nous lançons une enquête interne immédiate, s'empressa d'ajouter Sinclair, rétractant sa main. L'hôtesse en question, mademoiselle Vasseur, a été suspendue en attendant l'enquête. Nous voulons réparer cela immédiatement. Sinclair claqua des doigts. L'un des assistants se précipita avec une enveloppe noire élégante. Monsieur, dit Sinclair en baissant la voix. Dans cette enveloppe se trouve un pass pour des voyages illimités en première classe mondiale pour vous et votre famille pendant 5 ans. De plus, nous sommes prêts à faire un chèque tout de suite pour 50 000 € à une charité de votre choix, à condition que nous puissions signer un accord de non-divulgation standard concernant les détails spécifiques de l'incident de ce soir. Nous voulons protéger votre vie privée autant que notre réputation. La cabine devint silencieuse. Même le commissaire arrêta d'écrire. Jean-Pierre posa lentement sa bouteille d'eau. Il se leva. Il ajusta les manches de son sweat à capuche. M. Sinclair, commença Jean-Pierre, sa voix portant comme s'il était de retour dans son tribunal. Vous semblez être en plein délire. Vous pensez que c'est un problème de service client. Vous pensez que je suis un passager mécontent qui a trouvé un cheveu dans sa soupe? Jean-Pierre s'approcha. Sinclair recula. Votre employé n'a pas juste eu un différend avec moi. Elle m'a profilé. Elle a décidé qu'un homme noir en sweat à capuche ne pouvait pas avoir les moyens de se payer un siège dans votre avion. Elle m'a dépouillé de ma dignité devant un public. Et quand j'ai fait valoir mes droits, elle a physiquement agressé un magistrat. Connaissez-vous les peines prévues par l'article 222 à 13 du Code pénal? Sinclair déglutit difficilement. C'est jusqu'à plusieurs années de prison et de lourdes amendes. Jean-Pierre dit, froid comme la glace. Et vous voulez m'offrir des miles aériens? Jean-Pierre rit, un son sec et sans humour. M. Sinclair, je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas de vos bons. Je vais poursuivre votre compagnie aérienne. Pas pour l'argent, pour la politique. La politique, couina Sinclair. Je vais déposer une plainte pour discrimination raciale, déclara Jean-Pierre. Je vais faire saisir vos manuels de formation. Je vais faire saisir le dossier personnel de Valérie Vasseur, qui je le soupçonne est plein de plaintes similaires de passagers issus de minorités que vous avez balayées sous le tapis avec des accords de confidentialité et des bons. Je vais traîner toute votre culture d'entreprise devant le tribunal de grande instance et je vous y garderai jusqu'à ce que le prix de votre action ne vaille plus que quelques centimes. Sinclair se sentit faiblir. Il regarda les assistants. Ils avaient l'air terrifiés. Maintenant, Jean-Pierre regarda sa montre. J'ai un sommet à Zurich dans 9 heures. Cet appareil est maintenant une scène de crime. Je suppose que vous avez un autre 777 disponible. Nous avons le vol pour Munich à la porte suivante, bégaya Sinclair. Il est vide.
On peut échanger les équipages. Faites-le, ordonna Jean-Pierre. Et faites transférer ces passagers. Ils ont été assez retardés par votre incompétence. Oui, votre honneur. Immédiatement, votre honneur. Sinclair se tourna et hurla sur ses assistants. Appelez les opérations. Bougez l'oiseau de Munich en K12. Bougez. Bougez. Alors que les cadres de la compagnie s'agitaient comme des rats sur un navire en perdition, Jean-Pierre se rassit. M. Henriot se pencha depuis le 1B. Ça, dit Henriot avec un sourire, c'était meilleur que n'importe quel film que j'ai jamais vu. Jean-Pierre s'autorisa un petit sourire. Le spectacle n'a pas encore commencé, M. Henriot. Le spectacle ne fait que commencer pour Madame Vasseur. 2 heures plus tard, Valérie Vasseur était assise sur un banc en métal boulonné à un sol en béton. La cellule de garde à vue du poste de police de l'aéroport était un contraste frappant avec la cabine de première classe qu'elle avait gouvernée pendant 2 décennies. Ça sentait l'eau de Javel et le vieux vomi. Les lumières fluorescentes bourdonnaient à une fréquence qui donnait mal à la tête. Elle portait toujours son uniforme, la jupe bleu marine et le blazer, le foulard en soie avec le logo Air Royal, mais le foulard était de travers. Ses collants étaient déchirés aux genoux depuis qu'il l'avait poussée dans la voiture de patrouille, et son mascara avait coulé sur ses joues en lignes sombres et irrégulières. Elle ne pleurait plus. Elle était en état de choc. C'est une erreur, continuait-elle de se chuchoter. Je suis Valérie Vasseur. Je suis chef de cabine. Ils ne peuvent pas me mettre en cage. La lourde porte en acier s'ouvrit avec un claquement. Valérie sursauta. Enfin, je veux parler au chef d'escale. Je veux. Une femme entra. Ce n'était pas le chef d'escale. Ce n'était pas un avocat d'entreprise coûteux en costume rayé. Elle était jeune, surmenée et portait un tailleur gris froissé. Elle portait un dossier épais. C'était Elena Ruiz, une avocate commise d'office. Elena s'assit à la table en métal et ne tendit pas la main. Elle fit signe à Valérie de s'asseoir. Madame Vasseur, dit Elena, sa voix fatiguée. Je suis votre avocate commise d'office pour la mise en accusation. Commise d'office, railla Valérie. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai le syndicat. Le syndicat des hôtesses a un fonds de défense juridique. Appelez ma représentante, Sarah. Elle me sortira de là. Elena regarda Valérie avec un mélange de pitié et d'incrédulité. Elle ouvrit le dossier et fit glisser une feuille de papier sur la table. J'ai parlé au représentant syndical il y a 10 minutes, dit Elena. Il refuse de vous représenter. Quoi? Valérie sentit le sang quitter son visage. Ils ne peuvent pas faire ça. Je paie mes cotisations. Lisez les statuts, dit Elena en tapotant le papier. Article 4, section 2. La protection juridique est annulée dans les cas où le membre est accusé d'un délit impliquant une agression physique sur un passager ou lorsque la conduite du membre est jugée comme une violation flagrante des droits civiques. Elena se pencha en avant. Valérie, le syndicat a vu la vidéo, celle que le passager a prise. Ils ne vont pas vous toucher. Vous êtes radioactive. La compagnie aérienne a déjà publié un communiqué prenant ses distances avec vous. Vous êtes seul. Valérie s'effondra contre le mur froid. Mais c'était juste une poussée. Il était agressif. Il était un au magistrat, la coupa Elena. Et il n'était pas agressif. J'ai vu la vidéo aussi. Il se tenait là. Vous l'avez attaqué. Elena tourna une page du dossier. Voici la réalité. Le procureur de la République prend cette affaire personnellement. Il ne vous inculpe pas pour simple agression. Il vous inculpe pour 1. Violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. 2. Entrave à la circulation aérienne et mise en danger de la sécurité du vol. Ironiquement appliqué à vous pour avoir perturbé la capacité du pilote à voler en toute sécurité. 3. Discrimination dans la fourniture d'un service. Le procureur demande le maintien en détention, dit Elena doucement. Parce que vous présentez un risque de fuite, littéralement. Maintien en détention, chuchota Valérie. Je dois rester ici jusqu'au procès ou jusqu'à ce que vous acceptiez un plaidoyer? Je ne peux pas rester en prison. La voix de Valérie se brisa. J'ai un chien.
J'ai un appartement près du jardin du Luxembourg. Vous n'aurez peut-être plus l'appartement pour longtemps, dit brutalement Elena. Le juge Tarot dépose une plainte au civil, mais pour l'instant votre plus gros problème n'est pas le juge. C'est Internet. Elena sortit son téléphone et le retourna. YouTube était ouvert. Une vidéo intitulée Hôtesse Karen vs Juge fédéral regret instantané avait 4,2 millions de vues. Elle avait été mise en ligne il y a 3 heures. La vignette était un arrêt sur image du visage de Valérie, tordu par une rage laide, ses mains sur la poitrine de Jean-Pierre. Vous êtes en tendance mondiale, dit Elena. Tout le monde l'a vu. L'action de la compagnie a chuté de 4% dans les échanges après bourse. Il y a une pétition avec 200 000 signatures demandant votre bannissement de l'aviation à vie. Valérie fixa l'écran. Elle vit les commentaires défiler à la vitesse de la lumière. Elle s'est attaquée à la mauvaise personne aujourd'hui. La façon dont elle le regardait, pur racisme. Contente qu'elle soit menottée. Bye bye la retraite. Valérie mit sa tête dans ses mains. La bulle de supériorité dans laquelle elle avait vécu pendant 20 ans, la bulle qui lui disait qu'elle était la reine de la cabine, qu'elle pouvait juger et rabaisser les gens sur leur apparence, n'avait pas juste éclaté. Elle avait été incinérée. Qu'est-ce que je fais, sanglota-t-elle. Vous priez, dit Elena en fermant le dossier. Vous priez pour que le juge Tarot soit un homme de clémence, car en ce moment il tient votre vie entre ses mains, et franchement, si j'étais lui, je ne vous en montrerais aucune. Pendant ce temps, à 10 000 mètres d'altitude, le vol Air Royal 909, l'appareil de remplacement, volait doucement au-dessus de l'Atlantique. Jean-Pierre Tarot était réveillé. Il travaillait sur son ordinateur portable, revoyant les notes de briefing pour le sommet de Zurich. Manon, la jeune hôtesse, passa. Elle avait l'air nerveuse mais soulagée. Elle plaça une bouteille d'eau pétillante fraîche et une petite assiette de chocolat chaud sur sa console. Pour vous, monsieur le juge, chuchota-t-elle. Et merci pour ce que vous avez dit aux policiers à mon sujet. Jean-Pierre leva les yeux. Il enleva ses lunettes de lecture. Tu as dit la vérité, Manon. Cela demande du courage quand ton patron te met la pression pour mentir. Ne perds jamais ça. Je ne le perdrai pas. Elle sourit. Le commandant Meunier a dit que la compagnie me promeut. Ils veulent que je sois la nouvelle chef de cabine principale pour les routes européennes. Pour, vous savez, changer l'image. Bien. Jean-Pierre hocha la tête. Sois la leader qu'elle n'était pas. Traite la personne en sweat à capuche de la même manière que tu traites la personne en costume. C'est tout ce que la loi exige. C'est tout ce que la décence exige. Je le ferai, promit elle. Elle s'éloigna. Jean-Pierre regarda par le hublot. La lune se reflétait sur les nuages en contrebas. Un océan d'argent et de paix. Il prit son téléphone. Il avait un SMS de sa femme à Paris. J'ai vu les infos. Tu vas bien? Fier de toi. Ne les laisse pas s'en tirer. Jean-Pierre répondit. Je vais bien. Et ne t'inquiète pas. Je ne fais que commencer. Il ferma les yeux, enfin capable de se reposer. Mais au sol, la tempête pour Valérie Vasseur ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, le palais de justice sur l'île de la Cité à Paris est une forteresse de pierre et d'histoire, un lieu où les puissants tombent souvent. En ce mardi matin pluvieux, la place à l'extérieur était une mer de parapluies et de camions de presse. BFM, France Info et les chaînes locales diffusaient tout en direct. Le titre sur les bandeaux était identique. Le jugement du vol 909. À l'intérieur, la salle d'audience était comble. L'air était étouffant, sentant la laine mouillée et la sueur nerveuse. Ce n'était pas juste un procès. C'était un règlement de compte. Valérie Vasseur était assise à la table de la défense. Les 6 derniers mois l'avaient ravagée. L'hôtesse de l'air immaculée et arrogante qui avait régné sur sa cabine comme un tyran avait disparu. À sa place était assise une femme qui paraissait 10 ans de plus. Ses cheveux, autrefois parfaitement laqués en un casque d'autorité, étaient maintenant ternes et tirés en un chignon sévère et effiloché. Elle portait un blazer gris bon marché et mal ajusté fourni par son avocat commis d'office. Elle avait passé les 2 derniers mois sous assignation à résidence, portant un bracelet électronique, regardant ses économies s'évaporer en frais juridiques. De l'autre côté de l'allée était assis le procureur adjoint,
un requin nommé Marc Sinclair, aucun lien de parenté avec le VP de la compagnie, qui avait bâti un dossier si solide qu'il en était suffocant. Et au premier rang de la galerie, assis avec la dignité tranquille d'une montagne, se trouvait le juge Jean-Pierre Tharaud. Il n'était pas le juge aujourd'hui. Il était la victime. Il portait un costume anthracite simple, son visage indéchiffrable. Il ne regardait pas les caméras. Il ne regardait pas le jury. Il regardait droit devant, sa présence aspirant l'oxygène de la pièce. Le témoin vedette. Le dossier de l'accusation avait été brutal. Mais le dernier clou du cercueil n'était pas la vidéo. C'était le témoin qui prit la barre. L'accusation appelle Manon Meunier. Valérie tressaillit. Elle leva les yeux alors que la porte latérale s'ouvrait. Manon, la jeune hôtesse junior qui avait été terrifiée dans l'office cette nuit-là, marcha vers la barre. Elle avait l'air différente maintenant, plus forte. Elle portait son nouvel uniforme avec un badge indiquant chef de cabine. Elle évita de regarder Valérie. Mademoiselle Meunier, demanda doucement le procureur. Racontez-nous les moments. Après que l'accusé a poussé le juge Tharaud. Manon prit une profonde inspiration. La salle était silencieuse. Valérie. Mademoiselle Vasseur. Elle paniquait. Elle a saisi mon bras. Saisi? Comment? Fort. Assez fort pour laisser un bleu, dit Manon, sa voix tremblant légèrement, mais gagnant en force. Elle a enfoncé ses ongles. Elle s'est penchée près de mon visage et m'a dit que si je ne soutenais pas son histoire, si je ne mentais pas à la police en disant que le passager l'avait attaqué, elle ruinerait ma carrière. Elle a dit qu'elle s'assurerait que je ne vole plus jamais à l'international. Un halètement parcourut le box du jury. Et pourquoi n'avez-vous pas menti, mademoiselle Meunier? Manon regarda directement Jean-Pierre Tharaud au premier rang. Parce que quand les policiers sont montés à bord, le juge Tharaud m'a regardé. Il n'a pas crié. Il m'a dit que la vérité était tout ce qui comptait. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais plus peur de perdre mon intégrité que de perdre mon travail. Valérie fixa Manon, ses yeux brûlants de trahison. Elle articula le mot traîtresse. Manon ne cligna pas. La défense. Une erreur fatale. Contre l'avis de son avocate, Valérie insista pour prendre la barre. C'était un coup de poker. Elle croyait pouvoir charmer le jury. Elle croyait pouvoir pleurer sur commande et leur faire voir en elle la victime d'une situation effrayante. Ce fut la plus grande erreur de sa vie. Mademoiselle Vasseur, demanda son avocate, essayant de la guider doucement. Pourquoi l'avez-vous poussée? Valérie renifla, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Je me sentais menacée. Vous devez comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La sécurité est tout. C'était un homme imposant. Il portait un sweat à capuche. Il avait un sac de voyage qui avait l'air suspect. J'essayais juste de protéger mes passagers. J'avais peur. Elle regarda le jury, les implorant des yeux. Certains d'entre eux semblaient sympathiques. Alors le procureur se leva pour le contre-interrogatoire. Il n'avait pas l'air sympathique. Il ressemblait à un loup qui sentait le sang. Mademoiselle Vasseur, commença le procureur, marchant lentement vers la barre des témoins. Vous avez déclaré que vous aviez peur à cause de son sweat à capuche et de sa taille. Correct? Oui, chuchota Valérie. Dites-moi, dit le procureur, sa voix faussement calme. Le manuel de formation d'Air Royal France stipule-t-il que les passagers en vêtements confortables doivent être considérés comme des menaces pour la sécurité? Non. Mais stipule-t-il que les hommes noirs de plus de 1,90 m sont intrinsèquement dangereux? Objection, cria Helena. Harcèlement. Rejeté, aboya le président du tribunal. Répondez à la question. Non, claqua Valérie, sa vieille agressivité refaisant surface. Le procureur retourna à sa table et ramassa un épais classeur noir. Il le laissa tomber sur le pupitre avec un bruit sourd. Mademoiselle Vasseur, vous prétendez que c'était un incident isolé dû à la peur, mais nous avons saisi votre dossier personnel entier. 20 ans d'histoire. Nous avons trouvé un schéma. Un schéma très spécifique. Le visage de Valérie devint pâle. Pièce G, annonça le procureur. Mars 2018,
une plainte d'un neurochirurgien d'origine algérienne. Vous avez refusé de pendre son manteau, prétendant qu'il sentait mauvais. Vous avez menacé de le faire débarquer quand il a demandé votre nom. Est-ce correct? Je ne m'en souviens pas. Pièce H. Le procureur tourna la page, son rythme s'accélérant. Novembre 2021. Une jeune femme d'origine sénégalaise au siège 4A. Vous l'avez accusée de voler une couverture de la première classe. Vous l'avez humiliée pendant 10 minutes. Il s'est avéré qu'elle avait apporté la couverture de chez elle. Vous ne vous êtes jamais excusé. Le procureur regarda le jury. Et enfin la pièce J. Enregistrée juste 3 semaines avant l'incident avec le juge Tarot. Un enregistrement micro ouvert de l'enregistreur de voix du cockpit lors d'une conversation avec un pilote. Vous vous plaignez de la route de New York. Le procureur appuya sur un bouton de son ordinateur portable. Un enregistrement audio grésillant remplit la salle d'audience silencieuse. Je déteste ce trajet. C'est toujours plein de déchets. Des voyous avec des cartes de crédit qui pensent qu'ils possèdent les lieux juste parce qu'ils ont un peu d'argent. Ils n'ont rien à faire dans ma cabine. Le silence qui suivit fut absolu. Il était lourd. Il était suffocant. Le procureur ferma l'ordinateur portable. Il marcha droit vers la barre des témoins, se penchant tout près. Vous n'avez pas poussé le juge Tarot parce que vous aviez peur, mademoiselle Vasseur, dit-il, sa voix tombant dans un murmure mortel que les microphones captèrent parfaitement. Vous l'avez poussé parce que vous vous sentiez en droit de le faire. Vous l'avez poussé parce que vous avez décidé qu'il était un voyou. Vous avez regardé un haut magistrat de la République et tout ce que vous avez vu était un stéréotype à écraser. N'est-ce pas la vérité? Je faisais mon travail, hurla Valérie, craquant sous la pression, les larmes coulant maintenant d'un lieu de pure panique. Je suis la chef de cabine. C'est ma cabine. Non, dit le procureur en lui tournant le dos. C'était une scène de crime, et vous étiez la criminelle. Pas d'autres questions. Le verdict. Le jury délibéra pendant moins de 2 heures. C'était une rapidité qui ne signalait qu'une chose. Quand il revint, la salle d'audience était électrique. Valérie se leva. Ses jambes semblaient être engelées. Elle agrippa la table si fort que ses articulations devinrent blanches. Le président du jury, un enseignant d'âge moyen avec des lunettes sévères, se leva. Dans l'affaire ministère public contre Valérie Vasseur, lut le président. Sur le chef d'accusation 1, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, coupable. Sur le chef d'accusation 2, entrave à la circulation aérienne, coupable. Sur le chef d'accusation 3, discrimination et atteinte aux droits civiques, coupable. Valérie laissa échapper un sanglot qui ressemblait à un animal blessé. Ses genoux flanchèrent et son avocate dut la rattraper. Elle regarda vers la galerie, cherchant quelqu'un pour la sauver. Elle croisa le regard de Jean-Pierre Tarot. Il ne détourna pas le regard. Il offrit un lent et unique hochement de tête. Ce n'était pas le pardon. C'était une reconnaissance que la balance de la justice s'était équilibrée. La condamnation. 2 semaines plus tard, la peine fut prononcée. La présidente du tribunal, une femme connue pour sa clémence, regarda Valérie par-dessus ses lunettes avec zéro chaleur. Mademoiselle Vasseur, vous occupiez un poste de confiance. Vous étiez le visage de la sécurité dans le ciel. Au lieu de cela, vous avez transformé votre autorité en arme. Vous avez utilisé votre badge pour tyranniser ceux que vous jugiez inférieurs. Et quand vous avez finalement rencontré quelqu'un avec le pouvoir de riposter, un homme de loi, vous avez menti, vous avez manipulé et vous avez joué la victime. La juge fit une pause. La société ne peut pas fonctionner si les préjugés sont autorisés à se faire passer pour de la sécurité. Vous avez besoin d'une pause, mademoiselle Vasseur. Une longue pause. Le marteau se leva. Je vous condamne à 36 mois de prison ferme, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Vous êtes également placé de manière permanente sur la liste d'interdiction de vol. Vous ne mettrez plus jamais les pieds dans un avion. Bang! Le son résonna comme un coup de feu. 3 ans, interdiction de voler. Sa carrière, sa liberté, son identité disparue. Les conséquences. Le vrai karma. Alors que les huissiers emmenaient Valérie menottée, avec de vraies menottes cette fois,
destiné à un fourgon de transport pour le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, la réalité s'installa. 1 an plus tard, les retombées étaient absolues et dévastatrices. Valérie Vasseur a purgé sa peine complète. La prison n'a pas été tendre avec elle. L'attitude de première classe n'a pas survécu une semaine dans un bloc cellulaire. Elle a été forcée de travailler à la blanchisserie de la prison pour quelques centimes de l'heure. À sa libération, elle était une reprise de justice avec un casier violent. Elle a perdu son appartement près du jardin du Luxembourg par saisie bancaire. Elle a perdu sa retraite. Aujourd'hui, la femme qui regardait autrefois de haut les passagers de faible valeur travaille de nuit dans un entrepôt logistique à Orléans, emballant des cartons pour des commandes en ligne. Elle gagne 15 € de l'heure. Elle prend le bus pour aller travailler. Chaque fois qu'elle voit une traînée d'avions dans le ciel, elle ressent une douleur physique aiguë dans la poitrine, un rappel du royaume qu'elle a jeté pour l'amour de son ego. La compagnie aérienne. Le juge Tarot a mis sa menace à exécution. Le procès pour discrimination s'est réglé pour une somme non divulguée que la rumeur place aux alentours de 15 millions d'euros. Mais plus important encore, Air Royal France a été forcé de mettre en œuvre le protocole Tarot, un programme de formation anti-discrimination rigoureux et obligatoire supervisé par le ministère de la Justice. Le prix de l'action de la compagnie a mis 2 ans à se rétablir. Manon, le témoin, la jeune hôtesse qui a dit la vérité. Elle a prospéré. Manon a utilisé sa promotion pour plaider en faveur d'un meilleur traitement des passagers. Elle est maintenant directrice de la formation en vol pour toute la compagnie. Elle enseigne aux nouvelles recrues une leçon par-dessus toutes les autres. Le respect est la première règle de la sécurité. Elle et Jean-Pierre Tarot échangent des cartes de vœux chaque année. Le juge Jean-Pierre Tarot est retourné au tribunal. Sa réputation de champion des droits civiques est cimentée. Mais il a gardé le sweat à capuche. Il le porte quand il voyage maintenant, pas juste pour le confort, mais comme un test. Il marche dans les aéroports la tête haute, défiant le monde de le juger. Et chaque fois qu'il s'assoit au siège 1 en regardant les nuages dériver, il se souvient du moment où il a passé cet appel. Le moment où il a prouvé que la dignité ne se définit pas par ce que vous portez, mais par qui vous êtes, et que parfois les plus grandes brutes du monde sont juste à un coup de fil d'être clouées au sol. Valérie Vasseur pensait qu'elle était intouchable. Elle pensait que son uniforme lui donnait le droit de décider qui méritait le respect et qui ne le méritait pas. Mais elle a oublié la règle d'or de la vie. Vous ne savez jamais vraiment à qui vous avez affaire. En jugeant un livre à sa couverture, elle n'a pas seulement perdu son travail. Elle a perdu sa liberté. Il a fallu 45 minutes pour clouer un avion au sol, mais il a fallu une vie pour construire la réputation qu'elle a détruite en quelques secondes. Le juge Tarot n'a pas seulement gagné un procès. Il a envoyé un message à toutes les brutes dans le ciel et sur terre. Le respect est obligatoire. Les préjugés ont un prix. Et parfois le karma arrive avec un badge officiel. Qu'auriez-vous fait si vous étiez au siège 1A? Auriez-vous gardé votre calme comme le juge ou auriez-vous pété les plombs? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Si vous avez aimé cette histoire de justice de haut vol, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une histoire où le karma frappe fort en retour. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, soyez gentil car vous ne savez jamais à qui vous parlez.